CNBC a publié une statistique extraordinaire en 2024 qui devrait glacer le sang de quiconque espère encore devenir propriétaire. Les investisseurs institutionnels pourraient contrôler 40% des maisons individuelles locatives aux États-Unis d'ici 2030. 40%, ce ne sont pas des projections alarmistes de militants anticapitalistes, mais les estimations sobres d'analystes financiers mainstream. Ces investisseurs institutionnels sont les nouveaux seigneurs féodaux du XXIe siècle. Des géants de Wall Street comme Blackstone, Invitation Homes et American Homes 4 Rent achètent des dizaines de milliers de maisons unifamiliales à travers le pays, transformant ce qui était autrefois le fondement du rêve américain en une classe d'actifs financiers, générant des rendements pour des fonds de pension et des milliardaires. Nous assistons à la mort progressive de la propriété résidentielle, accessible à la classe moyenne et à l'émergence d'un nouveau féodalisme où une classe de propriétaires corporatifs possède les maisons, tandis que la majorité de la population est condamnée à louer à vie en transférant une part croissante de ses revenus vers ces nouveaux barons. L'économiste Michael Hudson, spécialiste de l'histoire de la dette et du capitalisme rentier, qualifie explicitement ces investisseurs institutionnels de nouveaux seigneurs féodaux. Ce n'est pas une métaphore, mais une description précise de la structure économique émergente. Dans le féodalisme médiéval, une aristocratie héréditaire possédait la terre et les paysans devaient leur verser une rente pour le droit de vivre et travailler sur cette terre. L'Occident s'était débarrassé de cette classe de propriétaires terriens parasites au cours des 19e et 20e siècles, démocratisant l'accès à la propriété. Mais le capitalisme financiarisé moderne a recréé exactement la même structure sous une forme nouvelle. N'importe qui peut théoriquement acheter une maison, mais la plupart des gens doivent contracter une hypothèque. Pour obtenir cette hypothèque, ils enchérissent les uns contre les autres. Et le gagnant est celui qui promet de payer la plus grande partie de la rente foncière à la banque sous forme d'intérêt. L'économie occidentale s'est transformée en économie rentière, ce qui a conduit à la désindustrialisation. Les chiffres révèlent l'ampleur de cette transformation silencieuse. En 2022, les investisseurs institutionnels américains ont acheté 25% des maisons individuelles retournées au troisième trimestre. Dans certaines villes comme Atlanta, 3 propriétaires corporatifs seulement contrôlent presque 11% du marché locatif unifamilial, soit plus de 19 000 maisons. Ces 3 géants ont acquis ce portefeuille colossal discrètement. En utilisant un réseau étendu de plus de 190 alias corporatifs, enregistrés à 74 adresses différentes dans 10 États et un territoire. Cette opacité délibérée empêche les décideurs politiques de même savoir où se trouvent ces propriétés, et donc de réguler efficacement ce phénomène. Atlanta n'est pas une exception, mais le laboratoire d'un modèle qui se répand dans tout le pays. Les investisseurs institutionnels représentent plus d'un tiers des achats récents de maisons unifamiliales dans la région métropolitaine d'Atlanta. Cette explosion de la propriété corporative ne résulte pas d'une évolution naturelle du marché, mais d'une politique gouvernementale délibérée. Le secteur locatif unifamilial a démarré avec le soutien gouvernemental après la crise financière de 2008, la même crise financière causée par Wall Street. Le membre du Congrès californien, Ro Khanna, résume la situation avec une clarté brutale. Ce qui est scandaleux, c'est que vos impôts aident Wall Street à racheter des maisons unifamiliales. Le gouvernement américain a créé les conditions permettant aux fonds de capital investissement et autres firmes de Wall Street d'acheter massivement des maisons pendant que des millions de familles perdaient les leurs par saisie. Ces investisseurs ont profité de la plus grande perte de richesse pour les personnes de couleur de l'histoire américaine pour constituer leurs portefeuilles immobiliers à prix bradé. Les technologies numériques ont accéléré et amplifié ce processus de financiarisation. Le plus grand goulot d'étranglement limitant l'expansion à grande échelle de l'industrie locative n'était pas le financement ou l'inventaire, mais la technologie. Le boom technologique du big data, de l'analytique et du cloud computing a permis aux investisseurs post-2008 de rapidement augmenter leurs opérations et optimiser les rendements. Les technologies immobilières permettent aux propriétaires et gestionnaires d'actifs d'évaluer algorithmiquement le risque et l'attractivité en utilisant les registres de propriété, les données hypothécaires et les annonces locatives récupérées,
incorporant souvent la qualité des écoles, les taux de criminalité et les commodités comme indicateurs de classe et de race. Les investisseurs peuvent ainsi entrer sur les marchés immobiliers à distance, sans connaissance locale ni lien communautaire, abstrayant davantage le logement de sa fonction sociale et l'intégrant dans des logiques financiarisées d'accumulation. Les conséquences pour les locataires sont dévastatrices. Les investisseurs institutionnels, particulièrement les plus grands, augmentent les loyers probablement en utilisant leur échelle pour extraire des marges et ciblent de manière disproportionnée les quartiers avec des propriétés en déclin. Près de la moitié des locataires aux États-Unis sont accablés par les loyers, consacrant une part insoutenable de leurs revenus au logement. Quand les ménages dépensent une proportion aussi élevée pour le loyer, l'accumulation de richesses devient impossible, et tout manque de liquidités inattendues les rend vulnérables à l'expulsion. Les recherches montrent que les investisseurs institutionnels et les grands propriétaires sont plus susceptibles de déposer des demandes d'expulsion contre les locataires non payeurs. Une étude à Atlanta a révélé que les grands propriétaires corporatifs étaient 68% plus susceptibles de déposer des avis d'expulsion que les petits propriétaires, même après contrôle des caractéristiques des locataires et des propriétés. Au niveau du quartier, les propriétaires institutionnels contribuent à aggraver les conditions de vie et le désinvestissement communautaire, notamment par un entretien médiocre des équipements et la négligence. Ces problèmes réduisent la qualité globale du logement et la stabilité des locataires. Les propriétaires corporatifs pratiquent également une extraction de frais exploitante qui gruge les locataires. Le déséquilibre de pouvoir entre une corporation géante et anonyme et un locataire souvent à faible revenu rend le recours pour de mauvaises conditions presque impossible. Cette dynamique crée une trappe à pauvreté où les familles locataires ne peuvent jamais accumuler l'apport nécessaire pour devenir propriétaires, car une part croissante de leurs revenus est captée par les loyers et les frais. Le sénateur démocrate Raphaël Warnock résume parfaitement l'essence du problème. Le capital investissement pose un véritable problème. Une maison pour eux n'est qu'une ligne sur une feuille de calcul suivant les rendements des actionnaires. Cette réduction du logement à une pure abstraction financière détruit sa dimension sociale et humaine. Les décisions concernant qui peut vivre où, dans quelles conditions et à quel prix sont prises par des algorithmes et des gestionnaires de fonds à des milliers de kilomètres qui n'ont jamais vu les quartiers qu'ils possèdent et ne connaîtront jamais les locataires dont ils extraient les revenus. Cette déshumanisation complète transforme le logement en marchandise financière comme n'importe quelle action ou obligation, sans considération pour les vies humaines affectées. La députée Nikema Williams du 5e district d'Atlanta, co-sponsor d'un projet de loi fédéral pour limiter les achats corporatifs, exprime la frustration de ses électeurs. Quand les gens achètent des maisons, les portes s'ouvrent vers l'opportunité. Quand les fonds spéculatifs achètent des maisons, ces portes se ferment. C'est douloureusement vrai à Atlanta, où mes électeurs sont exclus de la propriété, tandis que les investisseurs achètent des maisons 10 ou plus à la fois. Cette fermeture des portes de l'opportunité n'est pas une métaphore. L'accession à la propriété a historiquement été le principal vecteur d'accumulation de richesses pour les familles de classe moyenne et ouvrière américaines. En excluant des millions de familles, particulièrement noires et latinos, de la propriété, le nouveau féodalisme corporatif reproduit et amplifie les inégalités raciales et de classe existantes. Les sans-abri explosent en conséquence directe de cette crise. Rien qu'en 2024, le nombre officiel de personnes reconnues sans-abri a augmenté de 18% en un an. Ce chiffre est probablement une estimation conservatrice, car beaucoup de sans-abri ne vont pas dans les refuges et ne sont pas enregistrés. Cette augmentation vertigineuse se produit alors que des centaines de milliers de maisons restent vides, détenues par des investisseurs spéculant sur leur appréciation future. Le paradoxe tragique est que des gens dorment dans les rues, tandis que des maisons parfaitement habitables demeurent inoccupées parce qu'elles sont plus rentables comme actifs financiers que comme logement. Ce phénomène n'est pas limité aux États-Unis, mais affecte les économies financiarisées occidentales partout dans le monde. L'Espagne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie connaissent tous des dynamiques similaires où les investisseurs corporatifs et les fonds internationaux achètent massivement l'immobilier résidentiel, chassant les acheteurs individuels et faisant exploser les prix et les loyers. Madrid,
voit des firmes financières américaines acheter des blocs entiers de quartiers. Cette mondialisation du nouveau féodalisme crée une classe de propriétaires transnationaux déconnectés de tout territoire spécifique et une classe de locataires globalement précarisés. Les tentatives législatives pour contrer cette tendance restent timides et largement inefficaces face à la puissance financière et politique de l'industrie. La Californie a proposé plusieurs projets de loi. L'AB 2584 interdirait à une entité possédant plus de 1000 propriétés unifamiliales d'en acquérir davantage pour les louer. Le SB 1212 interdirait carrément aux entités d'investissement immobilier d'acheter, d'acquérir ou de louer des maisons unifamiliales ou duplex. L'AB 1333 interdirait aux développeurs de vendre des maisons en vrac à de grands investisseurs. Ces projets sont remarquables, mais se heurtent à une opposition féroce de l'industrie et de certains économistes qui affirment que le problème est exagéré. Les sceptiques arguent que les investisseurs institutionnels ne représentent qu'une petite fraction du marché total. L'Urban Institute estime qu'environ 574 000 maisons unifamiliales aux États-Unis étaient possédées par des investisseurs institutionnels en juin 2022, soit 3,8% des 15,1 millions de propriétés locatives unifamiliales. Ce chiffre semble modeste jusqu'à ce qu'on réalise que la tendance s'accélère rapidement et que la concentration varie énormément géographiquement. Dans certains quartiers et villes ciblées, les investisseurs institutionnels contrôlent déjà une part massive du marché. Et la projection CNBC de 40% d'ici 2030 signifie plus de décupler cette part en quelques années. De plus, se focaliser uniquement sur les investisseurs possédant plus de 1000 propriétés masque l'ampleur réelle du problème. Les investisseurs en général, incluant les petits propriétaires possédant 3 à 10 propriétés, représentaient 18% des ventes totales de maisons au 4e trimestre 2023 selon Redfin. Dans les segments à bas prix du marché, leur part est encore plus élevée. Ces investisseurs de toute taille contribuent à exclure les acheteurs occupants, particulièrement les primo-accédants à revenus modestes, qui ne peuvent rivaliser financièrement avec des investisseurs disposant de liquidités et d'accès privilégié au crédit. Stephen Schwarzman, PDG milliardaire de Blackstone et cadre le mieux payé de Wall Street, fut l'un des principaux financeurs de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024. Cette connexion politique garantit que l'administration Trump mettra en œuvre des politiques bénéficiant à ses propriétaires corporatifs de Wall Street qui engloutissent des maisons à travers le pays. Réduit massivement les impôts des riches, bénéficiant à des milliardaires comme Schwarzman qui ont financé sa campagne. 69% des réductions d'impôts dans le Big Beautiful Bill de Trump vont aux 20% les plus riches des Américains. Seulement 6% vont aux 40% les plus pauvres. Le gouvernement américain facilite activement la concentration de la propriété résidentielle entre les mains d'une élite financière. Les solutions proposées par les experts incluent des plafonds sur le nombre d'unités possédées par les propriétaires, des périodes d'attente obligatoires pour les investisseurs avant qu'ils ne puissent acheter des maisons saisies, des taxes plus élevées sur les REIT et REOC et des inspections obligatoires des normes d'habitabilité. D'autres politiques incluent des gels et contrôles de loyers, le droit au renouvellement de bail, l'interdiction des frais de retard ou des moratoires sur les expulsions. Pour contrer la dissimulation des structures corporatives, le gouvernement fédéral devrait exiger que les États collectent des informations sur la propriété, incluant la liste des sociétés mères dans les registres locatifs. Les grands propriétaires devraient également être obligés de déclarer les paiements de loyers, les amendes, les dépôts d'expulsion, la participation aux bons et les avoirs stabilisés en loyer pour exposer les schémas d'abus et de discrimination. Mais ces mesures techniques, bien que nécessaires, ne s'attaquent pas au problème structurel fondamental. Le logement dans une économie capitaliste financiarisée est inévitablement traité comme un actif financier, générant des rendements plutôt que comme un bien de nécessité garantissant un droit humain fondamental. Tant que le logement reste une marchandise profitable, les investisseurs disposant de capitaux massifs auront toujours un avantage structurel sur les individus cherchant simplement un toit.
La seule solution véritablement efficace nécessiterait de décommodifier partiellement le logement via un secteur public massif de logements sociaux de qualité accessible à tous les revenus, comme cela existe dans des pays comme Singapour ou l'Autriche. Mais une telle transformation radicale reste politiquement impensable aux États-Unis, où le secteur immobilier contrôle largement le processus politique via le lobbying et le financement des campagnes. Nous assistons donc à la consolidation progressive d'un nouveau féodalisme immobilier. Une classe de propriétaires corporatifs contrôle un pourcentage croissant du parc résidentiel. Une majorité croissante de la population est condamnée au statut de locataire permanent, transférant une part croissante de leurs revenus sous forme de rente vers ces nouveaux seigneurs. L'accumulation de richesses via la propriété, fondement historique de la classe moyenne américaine, devient inaccessible pour des millions de familles. Les générations futures hériteront non pas de maisons, mais de dettes et de contrats de location. La propriété résidentielle meurt lentement, tuée par la financiarisation, tandis qu'émerge une structure sociale ressemblant de plus en plus au féodalisme médiéval. La seule différence est que les nouveaux barons ne portent pas d'armure, mais des costumes, et siègent dans des tours de verre à Wall Street. Mais leur pouvoir économique sur la vie des gens ordinaires est tout aussi absolu que celui des seigneurs féodaux d'autrefois.